5e entretien de la chaîne, on est mi-juillet 2020. On est à quasiment 650 abonnés sur la chaîne. D'ailleurs, merci pour vos retours. Et on reçoit un membre éminent, puis-je dire, de l'Étudiant Libre, un nouveau média jeune. Alors, présentez-vous plus ou moins succinctement. Qui êtes-vous ? Je m'appelle Stanislas Rigaud, donc j'ai cofondé l'Étudiant Libre au mois de mars dernier, donc avec 5 amis de l'ICES à La Roche-sur-Yon. Donc c'était par volonté de créer, d'être actif dans la vie de la cité, dans la vie politique. Et du coup voilà, moi je travaille aujourd'hui à l'Institut de formation politique à Paris, donc qui propose des formations aux jeunes de 16 à 35 ans sur des week-ends. Voilà, donc ça c'est pour mon parcours. Et l'Étudiant Libre maintenant est un journal papier qui est en mensuel. On va sûrement changer de format dans les semaines à venir. D'accord. Est-ce que vous pouvez préciser éventuellement votre âge, études, Moi j'ai 21 ans, j'ai fait du droit donc à l'ICES à La Roche-sur-Yon. J'étais auparavant au lycée militaire à La Flèche au Britannique. Et voilà, j'aime bien le rugby, j'aime bien les vacances. Voilà, non, sinon voilà, du droit donc à l'ICES et en ce moment je travaille pour l'IFP, donc pour le recrutement et l'animation du réseau. D'accord. On va peut-être un peu s'intéresser aussi à ce que tu fais directement, savoir l'étudiant libre. Du coup, qu'est-ce que c'est l'étudiant libre en tant que tel ? Alors en tant que tel, l'idée de base, en fait, on était à l'ICES, donc on se sentait, j'imagine pour tous ceux qui regardent cette vidéo et qui sont en fac à Tolbiac ou à Nanterre, ça peut paraître surprenant, mais à l'ICES c'est une fac relativement tranquille par rapport à tout ce qui est antifa, par rapport à ce qui est gauche dans l'université, etc. Et nous on se sentait particulièrement tranquille, on s'est dit qu'il fallait quand même faire quelque chose, qu'on n'avait pas le droit de ne rien faire et de se contenter de faire des soirées en discutant des sujets d'actualité. On s'est dit qu'il fallait faire quelque chose. Et en fait, c'est deux groupes d'amis qui se sont retrouvés un jour en soirée en disant qu'il fallait faire quelque chose. Et on s'est dit pourquoi pas faire un mensuel papier. On était vachement attachés à l'idée de papier parce que c'était quelque chose de beaucoup plus prenant pour le lecteur. C'est-à-dire que c'est pas juste un écran qu'on regarde pendant 5-6 minutes aux toilettes, etc. Mais c'était quelque chose qui était beaucoup plus prenant. Et donc on a lancé le projet. Et en fait, ça s'est fait totalement à l'envers. On a fait les choses à l'envers à l'époque. C'est-à-dire qu'on s'est lancé dedans sans avoir prévu comme on dit, un business plan, etc. On s'est vraiment lancé en disant feu, on va y aller. On a eu beaucoup de chance, on avait pu avoir deux grandes interviews avec le Philippe de Villiers et Marion Maréchal dès le premier interview, donc ce qui nous a permis de nous lancer. Et s'en est suivi, pareil, toujours un peu de chance. Et puis après l'aide de certains d'avoir des interviews intéressantes. Et on avait développé un format qui était un grand interview, donc avec une personnalité ou deux. Un grand dossier sur un sujet précis, donc par exemple les européennes, on a eu la France rurale, enfin la France périphérique, etc. Et après des tribunes libres qui peuvent être écrites par les jeunes qui nous envoient des articles ou par les membres de la rédaction. Et donc voilà, c'était en 3 parties, plus la partie culture. Et après à l'époque, donc on avait aussi des fiches d'actualité, on faisait de l'actualité par semaine. Avec le confinement, on a dû arrêter le format papier parce que c'était coûteux, les gens, nos relais qui les distribuaient dans différentes facs ne pouvaient plus le faire évidemment. Et donc on pense à peut-être changer de format pour passer sur un trimestriel, donc plus gros et plus conséquent, mais plus fourni et de meilleure qualité. Voilà, donc ça c'est le projet sur lequel on est en train de travailler, pardon. Voilà, toujours avec l'idée d'un grand interview, mais plus de tribunes peut-être, et plus de fond que d'actualité, et moins de politique, mais plus de culture. Voilà. D'accord. Est-ce que justement, par rapport au format papier, avec le déclin de la presse écrite, c'est pas un peu dangereux de se lancer dans ce domaine ? Si, bah évidemment, c'est très dangereux, les gens prennent moins de temps de le lire, donc c'est pour ça qu'on a... Déjà au début on a investi notre poche, enfin je parle financièrement pour le coup. Financièrement c'est évidemment compliqué parce que si on le fait trop cher, on peut se faire du profit, donc après avoir de la meilleure qualité, mais les gens ne l'achètent pas, surtout les jeunes. Et donc on était obligé de le faire peu cher, donc sauf que pour vous, vu que c'était peu cher, les gens... on ne faisait aucun profit, donc la qualité ne s'améliorait pas nécessairement. Pour autant, je pense que le papier actuellement a encore de l'avenir pour une seule bonne raison, c'est que voilà, comme je le disais précédemment, une fois qu'on a le journal en main, on est quand même bien plus intéressé que sur un portable. Et moi quand je vois les articles, c'est mon cas perso, mais c'est ce qu'on s'est dit avec la rédaction. Quand on a un article qui dure 9 minutes à lire sur internet, moi quand je vois 9 minutes par exemple, en général ça m'emmerde. Alors quand on l'a en papier, on peut le lire le soir chez soi, etc. Et surtout, ça permet quand on fait des tribunes, quand on essaie de faire des tribunes qui sont plus de fond que d'actualité, ça permet de le lire à tout moment en fait, c'est-à-dire qu'on peut le relire cet été, il y a des articles de lecture libre qui ont été faits il y a 6 mois en fait, on peut les relire encore cet été, ou un sujet comme le libéralisme, ou un sujet comme la PMA, etc. Ça peut se lire à tout moment et on n'est pas obligé d'être sur son portable, de le retrouver, on a tout sur un magazine. Ouais,
Moi, j'ai revenir à une petite question par rapport à l'étudiant libre. Pourquoi ce nom en fait? Alors, pour être très honnête, on a cherché pas mal de temps un nom qui convienne en fait. Donc on avait eu l'idée de faire l'étudiant français en référence à un journal qui était à l'époque un quotidien, je crois, de la chanson française, mais chez les jeunes, ou un mensuel, je sais plus. Donc on avait pensé à l'étudiant français, mais on s'est dit justement que ça avait déjà été utilisé. Et on voulait mettre l'étudiant libre parce qu'en fait, finalement, c'est vraiment très simple et très basique, mais on est étudiants, on était tous étudiants à l'époque. Et on voulait absolument être libre, c'est-à-dire de tout parti politique. Et en fait, surtout au-delà en fait, de l'indépendance, on voulait être libre de parler à qui on veut, quand on veut, sans se mettre de pression en se disant ah non, ces gens-là ils sont infréquentables, eux on a dit que c'était des méchants, donc on peut pas leur parler. Et inversement, si avec le temps on avait la chance d'interviewer de faire des entretiens avec des gens de gauche, voire d'extrême gauche, dans l'idée ça ne nous dérangerait absolument pas, on veut vraiment pas se mettre de barrière par rapport à ça. Donc il y a la liberté vis-à-vis d'indépendance, on est attaché à personne, et la liberté de parler à qui on veut, quand on veut. Voilà, donc, Ok. D'accord. Comment ça s'est créé concrètement? C'est entre tout le processus d'élaboration en fait, entre le moment où vous vous êtes mis d'accord, vous vous êtes dit effectivement on va lancer un mensuel, et le moment où le mensuel s'est vraiment lancé. Alors, l'idée elle vient de mi-décembre environ. Donc là pareil, partiel, examen, vacances de Noël. Et c'est mi-janvier où on a vraiment commencé à bosser dessus. Donc Paul Guéry, pour le citer, s'est mis à travailler sur la maquette, donc réaliser une maquette papier. On a commencé justement à écrire les premiers papiers, à essayer d'obtenir les premières interviews. Et donc là il y a un travail qui a dû durer 1 mois et demi, pareil toujours il y avait un peu de partiel, donc c'était un peu un travail qui n'était pas forcément au jour le jour, hein. Il y avait des espaces parfois de plusieurs jours entre différentes tâches. Mais non c'est ça, il y a eu 1 mois et demi on va dire de travail sur le numéro avant de sortir le premier, donc le 4 mars dernier il me semble, au début mars. Voilà, il y a eu 1 mois, le temps de créer la maquette, ce qu'on voulait faire, choisir une, etc. Donc il y a eu 1 mois et demi de travail, et aussi de se mettre d'accord sur la ligne qu'on voulait avoir, que chacun puisse donner son avis sur les tribunes des uns et des autres, etc. Surtout que c'était le premier, et c'est tout bête, mais on se mettait une pression on va dire de dingue pour faire une interview, on se faisait des nœuds au cerveau pour des mots en changeant un truc, alors qu'en réalité pour les interviews c'était beaucoup plus simple que ça. Donc voilà. Je sais que vous avez passé 10 heures à le faire, c'est pour ça que je dis ça. Ouais, plus que ça. Du coup, on sait que vous êtes un média plutôt orienté à droite, mais qu'est-ce qui vous différencie des autres médias? La grande différence, c'est que c'est fait par des jeunes pour des jeunes. Donc à droite, à ma connaissance en tout cas, il n'y a pas de médias, ou très très peu de médias qui sont faits par des jeunes pour des jeunes et qui sont justement orientés plutôt à droite. Donc ce qui fait que c'est la principale différence à mon avis. L'autre différence était le papier, qui du coup était un site plus un papier, ce que peu de médias, jeunes en tout cas, ont. Donc voilà, à part ça évidemment, il y a l'Incorrect de l'heure actuelle qui sont aussi à droite, mais c'est fait par des personnes, je vais pas dire des adultes, mais par des professionnels on va dire. Et nous alors c'est totalement amateur initialement. Donc voilà, et on s'adresse vraiment aux jeunes plutôt qu'à on cherche pas à convaincre ou à intéresser une personne âgée, même si évidemment elle peut le lire, bien sûr. D'accord. Mais c'est des sujets, quand on parle, on incite les jeunes de notre âge à s'engager. On s'adresse évidemment plus à eux qu'à Gertrude ou à Michel, voilà. Donc, Et pourquoi se lancer de manière autonome dans la presse écrite si jeune, je dirais, si inexpérimenté? Parce que justement, ceux qui ont envie de faire des papiers comme ça, s'ils sont jeunes, à la limite, ils vont dans des médias qui existent déjà, dans lesquels ils peuvent être un petit peu encadrés. Est-ce que ça peut pas être quelque part un peu préjudiciable éventuellement de faire ça si jeune? Alors évidemment préjudiciable, oui, évidemment on peut se cramer entre guillemets pour parler un peu vulgairement aux yeux quand on fait un journal comme ça orienté à droite, forcément si on a envie d'écrire dans le Libé ou dans le Monde dans les années à venir c'est un peu compliqué. Pour autant, non je pense pas que c'est préjudiciable parce que au contraire je pense que c'est un super entraînement en fait. Parce que les gens, déjà certains écrivent sous pseudo donc ils ne se grillent absolument pas. Et surtout c'est un excellent entraînement en fait d'apprendre à réaliser une maquette, d'écrire des articles, parce que je pense que tout le monde, beaucoup de jeunes en tout cas ont des avis sur des tas de sujets, des tas de réflexions, mais il y a une différence entre les avoir et arriver à la formuler sur un article de 3000 signes, etc. Donc je pense que c'est au contraire un très très bon entraînement. Ça peut être préjudiciable évidemment pour une vie dans le civil, dans le monde de l'entreprise, etc. Si on est cramé, si on se fait cataloguer. En revanche, au niveau de l'expérience, je pense que c'est assez important parce que les portes d'un média ne sont pas ouvertes immédiatement. C'est-à-dire que
Demain, moi j'envoie un papier au Figaro, le Figaro le lira même pas et ça sera un mail parmi des milliers. Ouais. Et voilà, il sera pas lu. Alors qu'au contraire, on se forge, je pense, une expérience et à mon avis, c'est un très bon exercice pour après. T'es un peu autodidacte toi aussi. Oui, il y a ça. Après, on a eu du conseil et l'avis de personnes voilà, plus expérimentées. On a eu des professeurs à lycée qui nous ont aidés, notamment Guillaume Bernard, des écoles de l'Institut de formation politique, des conseils de la Coclard d'études. Enfin voilà, on prend un peu les avis, on a pris les avis de tout le monde évidemment. Mais oui, on se forme sur le tas et voilà. Donc c'est aussi important à mon avis. Est-ce que vous avez une ligne idéologique ou il y a des gens qui ont des idées plus ou moins différentes dans l'ensemble? Alors dans la rédaction, on est 6 initialement, il y en a 2 qui ont un peu quitté on va dire, l'aventure pour X ou Y raison, un peu du tout de conflit, mais de par leur vie personnelle, etc. Après dans la rédaction, donc, les 4 membres, on va dire permanents, on est d'accord quasiment à 90% sur tout le corpus idéologique de Lecture Libre. Après, évidemment, il y a des gens qui sont libéraux, qui écrivent des articles, il y a des gens qui sont royalistes parfois, il y en a qui sont réactionnaires, d'autres conservateurs, d'autres qui sont pour l'union des droits, d'autres qui sont pour l'union plutôt des populistes, etc. Donc ça, pour le coup, on a vraiment un large panel de pensées dans ceux qui écrivent dans Lecture Libre. Vous arrivez quand même pas trop mal à vous en sortir, je veux dire, typiquement sur Instagram, vous avez quand même plus de 8000 abonnés, je crois. Ce qui est pas mal, notamment comparativement à d'autres médias qui sont un peu plus anciens et davantage financés même, je pense, et qui sont un peu sur votre terrain. Je pense notamment peut-être à L'Incorrect, à Boulevard Voltaire. Comment vous expliquez ce succès? Alors sur Instagram, c'est vrai, alors sur Facebook et Twitter, on a des comptes, on a dit honorables, mais pas forcément excellents par rapport à d'autres médias. Mais sur Instagram, je pense que ça marche très bien, c'est parce que c'est un média très jeune en fait, Instagram. Les personnes qui y sont, c'est plus du 14, 21 ans, 22 ans que du 20 ans, 30 ans, à mon avis. Donc ça marche très bien, et en plus, sur Instagram, contrairement à Facebook par exemple, le fait juste de liker une photo, ça n'engage absolument à rien, et ça se voit pas forcément dans le feed d'actualité, etc. Donc il y a plus peut-être de liberté. Et je pense que c'est un format, c'est un média, pardon, c'est une application de jeunes, enfin vraiment exclusivement sur les jeunes, ce qui permet, je pense, à Lecture Libre d'avoir plus de succès dessus. Est-ce que vous avez une infrastructure, une base, peut-être des locaux, et juste comme ça, ou vous êtes un peu dématérialisé? Non, on est totalement dématérialisé, pardon. Donc on se réunissait dans les appartements des uns et des autres pour voilà, il y avait un appartement qui faisait plutôt de quartier général, on n'avait pas de locaux, on n'a pas d'endroit où on travaille tous ensemble, c'est vraiment à distance, surtout avec les années, enfin les mois plutôt. Un tel ici, l'autre là, l'autre à Paris, l'autre en Vendée, l'autre en Angers, etc. Donc non, c'est vraiment par mail, par chaîne de conversation Telegram que l'on fonctionne. D'accord. Et vous avez combien de contributeurs dans l'ensemble? Alors, qui ont écrit, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, mais qui sont réguliers, je pense qu'on a une bonne quinzaine aujourd'hui, qui en gros écrivent au moins une fois par mois, on a une quinzaine de contributeurs. Plus après, on a un autre aspect, c'est des personnes qui n'écrivent pas forcément, qui écrivent ponctuellement, mais pas forcément énormément, mais qui s'occupaient en fait d'installer Lecture Libre dans d'autres villes de France. Donc on appelait ça des relais en fait, donc c'est des gens qui étaient chargés de vendre les numéros ou d'organiser des conférences. Donc on a fait des conférences à Lyon par exemple avec Od Mirkovic, on en a fait à Rennes où ça s'est moins bien passé, mais et voilà, on a fait des événements en fait un peu partout, on a fait Orléans, Marseille, Stéphane Ravier, le sénateur de Marseille, du Rassemblement National. Donc là, on fait des événements et ça c'est des relais qui sont occupés, donc c'est pas forcément des gens qui écrivent mais qui font partie des Lecture Libre en tant que tel. Donc on tourne une vingtaine dans les Lecture Libre au moins à l'heure d'aujourd'hui. D'accord. Okay. Alors je vais juste faire une petite pause, parce que la batterie elle est en PLS. J'ai ralenti. Ouais. Bon alors c'est bon, on a repris, donc on a fermé la fenêtre, donc voilà, je sais pas ce que ça va donner à l'audio. Qu'est-ce que j'avais comme question? Oui, y a-t-il une diversité au sein de vos contributeurs en termes de compétences? Est-ce qu'il y en a qui sont, je sais pas, plus spécialisés dans certains domaines que d'autres? Si, clairement, donc, comme je l'ai exprimé à l'instant avant la coupure, on a des gens qui s'occupaient donc plus de l'aspect organisation, conférences, événements, etc. On en a qui sont plus axés sur les réseaux sociaux, donc qui sont la veille des réseaux sociaux, qui publient sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook. Il y en a qui sont exclusivement sur le fond ou alors sur les articles, c'est-à-dire qu'ils publient un article par mois, mais qui est un article qui se fournit et vraiment de fond. Tout comme on a aussi des personnes qui s'occupent de faire des brèves, donc c'est des brèves d'actualité, donc on essaye d'être assez réactif par rapport à ça. Et donc là, c'est des personnes qui s'occupent juste de faire une brève par rapport à une dépêche de l'AFP, donc qui essayent de l'analyser un petit peu, mais c'est pas des articles de 3 pages quoi.
Alors que certains justement sont vraiment axés là-dessus et je trouve ça important d'avoir justement plusieurs rôles répartis et bien définis, ce qui permet du coup aux gens qui sont juste sur le fond de ne pas être dérangés pendant la... Enfin dérangés, ils sont pas non plus, c'est pas des ministres non plus, mais de ne pas être voilà, distraits par d'autres choses, ils sont vraiment sur l'article. Voilà, il y a peu on a reçu un article sur la Turquie, enfin sur Sainte-Sophie. Bon, c'était pas dans l'instant T, mais c'est un type qui a mis plus de jours à le faire. Mais du coup, c'est un article beaucoup plus fourni que la brève, l'actualité qui avait été faite au moment où il a pu la faire. Voilà, on distingue bien ces deux choses-là pour nos lecteurs et pour la qualité du contenu. Parmi vos contributeurs, c'est quoi un peu la moyenne d'âge et aussi quoi les études qui prédominent? Alors majoritairement, les études, c'est droit, sciences politiques, histoire, grosso modo. On a quelques étudiants d'école de commerce qui participent à l'étudiant libre, mais ça reste une minorité. Donc le droit, sciences politiques, histoire. Et après, au niveau de l'âge, c'est entre 19 ans et les plus vieux ont 22 ans, 23 ans. D'accord. Donc c'est la moyenne d'âge, c'est 21 ans, 21 ans et demi, pas plus. Ok. Alors, question un peu plus personnelle. Quel est votre parcours idéologique? Alors, je n'ai jamais été militant jeune, enfin au lycée, je n'ai jamais été militant nulle part pour le coup. C'est-à-dire que j'ai toujours suivi avec beaucoup d'intérêt la vie politique, mais justement quand j'étais au Prytanée en fait, au lycée, c'est un internat, donc en fait on sort pas, on est entre amis, donc en fait on s'intéressait à la politique, mais comme d'autres lycéens pouvaient le faire. Et en fait en arrivant à l'ICES, très rapidement on s'est engagé avec l'étudiant libre, donc je n'ai pas été militant ailleurs qu'à l'étudiant libre. D'accord. On a reçu beaucoup de personnes qui étaient militantistes aussi à visage découvert. Némésis, Cocarde. Comment vivez-vous votre militantisme? Peut-être que c'est à visage découvert justement. C'est vrai que c'était une question que j'en s'est posée en fait, surtout avec un journal en fait, c'est totalement légitime de prendre un pseudo pour écrire. Enfin, c'est monnaie courante dans les journaux, papier, etc. Donc faire des interviews aussi. Des gens très courageux qui se montrent. Et voilà. Non, voilà, donc en fait on s'est posé la question pendant un temps de est-ce qu'on fait ça à visage couvert, avec un pseudonyme, etc. Et en fait on s'est dit que notamment le premier numéro qu'on faisait c'était l'engagement de la jeunesse dans la vie de la cité. Et on s'est dit que c'était quand même un peu contradictoire de dire aux gens allez engagez-vous, donnez-vous à fond. Et nous d'ailleurs pendant ce temps-là on était un peu planqués, même si je dis pas que ceux qui ont un pseudo sont planqués. Mais ça peut donner parfois cette image-là. Et justement, je pense que la droite, quand j'emploie le mot droite, c'est quand même au sens très large du terme. Les gens du camp national, pour être plus simple, sont quand même beaucoup plus décomplexés qu'avant. Et aujourd'hui, on a quand même moins peur, je pense, d'assumer certaines convictions. Et donc pour nous, ça peut être un problème. Moi, je le vis plutôt bien. Ça me dérange absolument pas d'être à visage découvert. Je n'ai jamais de problème, personnellement, pour le moment. Mais voilà, même si c'est vrai que ça peut... vous aviez Némésis la semaine dernière ou des étudiants avec le cadre, c'est vrai que parfois ça peut être compliqué. Mais ces personnages, je pense, justement, donnent envie à d'autres de s'engager, de se dire qu'on ne peut pas laisser des gens qui pensent comme ça, comme nous, tout seuls sur le terrain. On ne peut pas les laisser tout seuls dans la guerre des idées ou sur la guerre sur le terrain dans les facs ou pour le féminisme, pour un vrai féminisme. Et non, je pense que c'est important, je pense, être visage découvert pour que les gens puissent aussi s'identifier, voir que c'est lui, c'est un tel, etc. Donc je pense que c'est important. Ok. Comment avez-vous fait pour avoir des personnalités assez reconnues? Dans vos premiers numéros, vous aviez eu Marion Maréchal et Philippe de Villiers. Comment vous avez fait pour avoir ça? Alors Marion Maréchal, pour le premier numéro, pour le premier numéro en tout cas, Marion Maréchal c'est vraiment je ne sais même plus qui avait trouvé son adresse mail, quelqu'un avait donné à un ami, c'était une histoire de mail. On a envoyé pas de réponse, pas de réponse. Et Arthur Perrier, toujours pour pas le citer, a envoyé un troisième mail et un matin il a reçu une réponse, oui aucun souci, envoyez-moi vos questions en fait, donc très sympa de la part de Marion Maréchal. Et pour Philippe de Villiers, c'est le côté un peu vendé qui a primé je pense, le côté vendéen qui a permis à Philippe de Villiers d'accepter. Et par la suite avec cette petite crédibilité en fait due au fait qu'on ait eu deux personnalités quand même assez reconnues, que ce soit Philippe de Villiers ou Marion Maréchal, les gens étaient plus enclins à accepter en se disant que c'était des gens un peu crédibles en fait, alors qu'en réalité c'était plus un coup de chance que de la crédibilité, pour être très honnête. Mais voilà, après on a eu Jean-Frédéric Poisson qui avait aussi très facilement accepté, et Jean Lassalle, donc deux personnes qui avaient été contents de nous recevoir en se disant que c'était un média jeune sympa. Et alors, parenthèse aussi, je viens de me souvenir,
Vous étiez pas sponsor de la Convention de la droite aussi? On n'était pas sponsor de la Convention de la droite, en fait il y avait des partenaires Ouais, à la c'est Convention ça. de la droite, donc des assos, il y avait SOS Christian d'Orient, il y avait Polémia de Jean-Yves Le Gallou, etc. Donc il y avait plusieurs assos, médias, qui étaient partenaires en fait de la Convention de la droite, voilà. Donc nous on était partenaires, on nous a proposé très gentiment de venir assister à la convention, parce qu'on a accepté d'y participer, et c'était très sympa de leur part de nous demander, sachant que par rapport à d'autres assos, vis-à-vis d'Incorrect ou de d'autres associations comme SOS Christian d'Orient, on est quand même bien en dessous, tant médiatiquement que financièrement par exemple. Ouais. En tout cas, félicitations, ce sont très prometteurs. Il y a peu, nous on avait discuté de la notion de libéralisme avec la cocarde qui avait exprimé une certaine hostilité. Voilà. Ouais. Comment ça serait pour vous, comment aborder pour la notion de libéralisme? Alors, je sais plus si c'est en décembre ou janvier, on a fait un numéro spécial justement sur la question du libéralisme à droite. Justement, est-ce qu'on pouvait être libéral conservateur, est-ce qu'on pouvait être de droite et libéral, etc. Dans le numéro, même si je vous invite à vous le procurer, la réponse est plutôt négative. Voilà, donc, après, nous, on a cette idée, avec évidemment, on avait le pendant, on essaie d'avoir quand même un truc équilibré, d'autant que à notre âge, il faut me faire preuve, je pense, d'une certaine humilité, dans le sens où à 20 ans, 21 ans, de vouloir donner des leçons, on va dire, doctrinales sur... alors, je vous explique, en fait, le libéralisme... Ouais, c'est une notion aussi vieille, aussi large. C'est vrai que c'est un débat extrêmement complexe. Moi, c'est vrai que dès qu'on rencontre quelqu'un, il va nous expliquer qu'il est libéral conservateur, mais il va le défendre jusqu'au bout, et en fait, ça peut paraître cohérent, puis on va tomber sur un anti-libéral qui sera très convaincant aussi. Donc voilà, nous, on avait répondu plutôt par la négative avec la rédaction sur ces questions-là. Donc on est plutôt, on va dire qu'on est plutôt illibéraux dans l'ensemble, de la rédaction en tout cas. Et voilà, on n'est pas trop... moi, à titre personnel, pour le coup, j'ai du mal à voir l'alliance des libéraux et des conservateurs. Je vois pas, d'espace politique, et de deux, en termes de cohérence, je pense qu'il y a un léger souci. Mais voilà, sans vouloir donner de leçons à quiconque, évidemment. Et le libéralisme plutôt sur le modèle Orban, on va dire? C'est un modèle qui est beaucoup, en Hongrie, c'est vrai que ça paraît très bien fonctionner. Donc c'est vrai que c'est un modèle qui a l'air assez inspirant pour le coup. Ce qui est assez paradoxal, puisque effectivement on reconnaît chez eux la notion d'illibéralisme, mais à la fois, c'est vrai, le parti s'appelle le Parti National Libéral. Mais c'est vrai que c'est extrêmement surprenant, c'est extrêmement surprenant, et de deux, surtout quand on suit ça en France, sans être en plus habitant, sans être hongrois, c'est vrai que ça peut être assez déroutant. Mais je pense que son modèle, en tout cas, il a un modèle beaucoup sur les questions familiales, sur les questions migratoires qui me semble pas spécialement libéral en tout cas. D'accord. Quel est le futur un peu de l'étudiant libre? Alors comme je le disais tout à l'heure au cours de l'interview, on va essayer de passer en format trimestriel, donc une revue qui sera plus fournie, plus approfondie, et avec toujours beaucoup d'informations sur le site, beaucoup de brèves en fait. Donc voilà, l'idée ce sera d'axer énormément de communication sur les réseaux sociaux, donc se renforcer toujours plus pour que le format papier soit aussi plus fort par la suite, et pour que on puisse avoir des interviews qui soient plus visibles, pour qu'on soit plus facilement accepté, que les personnalités acceptent plus facilement les interviews, et un format papier plus axé sur le culturel et l'histoire, par exemple sur le côté historique, et moins d'actualité dans le format trimestriel. Voilà. D'accord. Quels sont vos relais à travers la France? Alors là je pourrais pas vous le dire en termes de nom, comme ça, de chiffres. On a Lyon, on a Marseille, on a Rennes, il y avait Angers, il y a La Roche-sur-Yon évidemment, on a Paris, Orléans, Lille et Strasbourg, donc on a quand même pas mal, une petite dizaine je veux dire à travers la France. D'accord. Qui se sont lancés, parfois ça après la France. Pardon? On vous achète où? En fait, c'est soit il y a des événements qui sont faits, donc au cours des événements les gens peuvent acheter le numéro, soit ils peuvent directement s'abonner sur le site, dans internet, donc là ils les reçoivent chez eux, on les envoie par la poste, de toute façon extrêmement simple en fait. Et sinon certains relais en fait les distribuent à la criée en fait, donc se mettent à la sortie des fals pour les vendre en fait, comme des tracts, mais la différence du tract c'est qu'il est payant. D'accord. Légère différence. Si quelqu'un veut acheter un de vos numéros qui est passé depuis un moment par exemple, il peut encore sur le site, il peut encore le trouver, ouais. D'accord, ok. Voilà, donc il cherche sur le site internet, il y a un onglet pour acheter le numéro. Du coup, comment on peut vous joindre? Instagram, Twitter, alors Twitter, Instagram, Facebook, l'étudiant libre, et sur le site internet l'étudianlibre.fr. Bon, d'accord. Écoutez, on arrive déjà à la fin, voilà.
Et merci beaucoup merci d'être à vous d'avoir venu, invité. d'avoir fait des réponses très complètes. Et puis, on vous souhaite beaucoup de courage, on vous merci félicite et ça a l'air très prometteur. Longue vie au Rocher aussi, du coup. Merci beaucoup. Merci.